Euh, je vais compléter un petit peu ce que Céline vient d'annoncer. Donc, je suis très heureuse d'accueillir ma collègue Anne Quinchon-Caudal, qui est germaniste et docteur en études germaniques, maître de conférence à l'Université de Paris-Cité. Et elle vient nous présenter l'ouvrage. Pardon, Pardon? je suis maître de conférence à Paris-Dauphine, mais je suis chercheuse à Paris-Cité. Pardon, Voilà, mon pardon, laboratoire est à parfait. Paris-Cité. C'est mieux. Voilà, Paris-Dauphine. Et vous avez donc, vous venez de publier aux éditions du CNRS Hitler avant Mein Kampf, les années de formation, on pourrait appeler aussi les années d'apprentissage. Et donc, vous allez revenir, vous allez nous présenter Hitler, en gros, jusqu'au putsch de la brasserie. Donc, on va voir ces années d'apprentissage. Et je suis très heureuse que Michel Dreyfus, qui est historien et qui a été directeur de recherche au CNRS, ait accepté d'être le modérateur, votre répondant, notamment parce qu'il vient de publier, là, quelques mois avant vous, un livre sur Hannah Arendt qui s'appelle Hannah Arendt, La question juive pour une relecture, qui revient notamment sur le peu d'intérêt voire le mépris qu'Hannah Arendt portait à l'histoire. Et je pense que donc vos deux livres sont en très forte résonance. Mais je laisserai évidemment Michel vous répondre à la fin de votre intervention. Donc, vous avez la parole, Anne, et encore une fois, un grand merci. Merci pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, je vais parler, je pense, pendant peut-être une demi-heure, je ne sais pas, vous me direz si, si c'est un peu long. Je vais faire organiser ça en deux temps principaux. Je vais commencer par expliquer comment j'en suis arrivée à écrire ce livre et comment j'ai procédé. Parce qu'en fait, c'est un livre hybride. Donc, je vais expliquer ça. Et dans un deuxième temps, bah, je vais reparcourir finalement de manière beaucoup plus chronologique ce que je présente dans le livre, à savoir l'évolution d'Hitler de 1908 à 1923, en montrant vraiment comment il est devenu fanatique, hein, un antisémite fanatique, puisque la thèse centrale de mon livre, c'est que Hitler n'était pas un antisémite fanatique jusqu'en 1920. Et donc, l'intérêt pour moi, ça a été de montrer à quel moment tout a basculé. Alors, ça a commencé l'histoire, je dirais, pour moi, il y a quelques années, grâce à ma collaboration avec Pierre-André Taguieff, puisque c'est lui qui a attiré mon attention sur l'existence d'un article de l'historien allemand Ernst Nolte, qui disait en 1961 qu'il y avait un petit texte totalement méconnu, euh, qu'il qualifiait de source ancienne sur l'antisémitisme d'Hitler, et un texte qu'on ne connaissait pas. Alors ce texte, c'est un dialogue, c'est présenté comme un dialogue entre Hitler et quelqu'un qui s'appelle Dietrich Eckart. Dietrich Eckart, moi, je le connaissais vaguement de nom, je l'avais croisé, mais sans plus. Et pourtant, Dietrich Eckart, pour avoir maintenant beaucoup travaillé sur lui depuis quelques années, je me suis aperçu que c'était une figure centrale, finalement, des débuts de l'histoire du national-socialisme. Donc, je me suis intéressée à ce texte et à la personnalité de Dietrich Eckart. Pour faire rapide, c'était un écrivain qui aurait pu être le père d'Hitler, un Bavarois, gros, buveur de bière, décrit comme un morse, comme un gros morse, ouais. Mais surtout un antisémite fanatique. Et donc, ce que je vais montrer, c'est que c'est au contact, en particulier de Dietrich Eckart, que Hitler va se constituer une idéologie quasiment totale, enfin complète, celle qui sera la sienne jusqu'à sa mort. Donc, j'ai commencé par travailler sur ce Dietrich Eckart et sur ce qu'on appelle le dialogue. Et Dietrich Eckart est aussi important parce qu'à la fin de Mein Kampf, à la fin de Mein Kampf, dans le tome 2, pardon, excusez-moi, Hitler dédie le tome 2 de Mein Kampf à Dietrich Eckart, qu'il qualifie de l'un des meilleurs d'entre nous. Donc c'était quand même une personnalité qu'il convenait de connaître. Euh, donc ce livre, c'est pas une biographie. Hein, ça, il faut bien le comprendre. À partir d'Eckart, je suis revenue en arrière dans le temps. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait chez Hitler avant Eckart? Et de fait, je me suis intéressée aux idées d'Hitler avant sa rencontre avec Eckart, c'est-à-dire 1919. Qu'est-ce qu'il y avait avant?
Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce qui est dit? Alors en général, on nous dit Hitler était un antisémite fanatique à Vienne, Hitler est arrivé, il avait un stock d'idées constituées, etc. Et ça a été longtemps véhiculé même dans la littérature scientifique, hein. Mais tout ça, on sait que c'est faux. Tout ça, c'est faux parce qu'en fait, ça, c'est l'idée que Hitler véhicule lui-même dans Mein Kampf. C'est ce qu'il dit de lui-même. Il se présente toujours comme un autodidacte, comme l'inventeur de tout. Et en fait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas le cas. Donc, j'ai voulu faire une histoire des idées hitlériennes. Une sorte d'enquête sur ce que pensait Hitler, que savait Hitler, etc. Alors, ça a été compliqué parce qu'en fait, on a très peu de sources. Très, très peu de sources sur ces années-là. On a les témoignages de gens qui ont vécu avec lui, des gens qui l'ont fréquenté au début de NSD, du Parti national socialiste, NSDAP après. On a quelques cartes postales qu'il a envoyées, une trentaine au total. On a les discours qu'il a tenus, quelques articles qu'il a écrits, mais surtout, moi, ce qui m'a permis de savoir ce qu'il pensait, ça a été d'étudier les textes en détail et de voir quels mots il employait, quelles expressions il employait, quels auteurs il citait. Et le fait qu'il modifie ses citations m'a prouvé qu'il était influencé, en particulier par Eckhart. C'est-à-dire que, pour faire simple, progressivement, il citait les mêmes auteurs que Eckhart, les mêmes phrases antisémites, classiques, si je puis dire, citées par Eckhart, etc. Et donc, ça m'a permis de prouver que c'était son contact quand même très étroit avec Eckhart, qui était vraiment son mentor, qui a fait évoluer son antisémitisme. Avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, je vais encore poser une question. Ce livre est constitué de plusieurs traductions complètes de textes. Une nouvelle traduction du programme du NSDAP. D'abord la traduction d'une lettre écrite par Hitler, et puis la traduction d'un texte qui fait une trentaine de pages, texte très important qui s'appelle Pourquoi sommes-nous antisémites? Et puis traduction, et à chaque fois commentée évidemment, traduction commentée de ce fameux dialogue avec Eckhart. J'ai procédé de la même manière que ce qu'a fait d'abord l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, puis plus récemment les éditions Fayard pour la nouvelle traduction de Mein Kampf, hein. Vous avez peut-être entendu parler de Historiciser le mal, hein, donc une traduction, beaucoup de commentaires. Mais c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt de traduire Hitler. Quel est l'intérêt de mettre comme ça, de publier des textes qui ont quand même une valeur, enfin qui ont quand même une force. Certains arguments sont frappants. Je pense en particulier au dialogue avec Eckhart, parce que Eckhart avait un style, c'était un écrivain quand même, c'était un peu un raté, c'était quand même un écrivain. Eckhart avait du style, ce qui n'est pas le cas de Hitler. Donc quel était l'intérêt de traduire tout ça? Donc je me suis pas mal posé la question. Mais, et en plus, on voit actuellement hein, l'importance hein, de s'interroger sur ce genre de choses. Mais je pense que je suis toujours partie du principe qu'il valait mieux offrir une version commentée, savante, éclairée de ces textes, plutôt que de laisser les gens y avoir accès, je dirais, n'importe comment. Parce que, bon, on sait bien que Mein Kampf, on le trouve facilement, mais les textes que j'ai traduits, c'est le cas aussi. Alors, si je prends le cas du dialogue avec Eckhart, on peut le trouver, euh, plus ou moins bien traduit, mais on peut le trouver. Pour les germanophones, il est même sur YouTube, hein, lu intégralement. Donc, je me suis dit qu'il valait quand même mieux encadrer les choses, expliquer, remettre en contexte, même si, évidemment, ces textes sont toujours comment dire, nauséabonds. Voilà. Alors, je vais répondre à la question maintenant plus précisément de la radicalisation d'Hitler. Donc, je parle de 1908. 1908, vous le savez peut-être, Hitler arrive à Vienne pour la deuxième fois. Il a déjà échoué une première fois à l'Académie des Beaux-Arts. Il n'a pas été reçu à l'Académie des Beaux-Arts. Il arrive une deuxième fois à Vienne en 1908 et il vit avec un certain August Kubitschek. Il partage une maison, c'est un ami d'enfance.
un appartement, pardon. C'est un ami d'enfance. Et Kubitschek, quelques années plus tard, en 1938, va être contacté par le NSDAP pour raconter comment était Hitler à l'époque. Et là, Kubitschek va nous présenter un Hitler qui est totalement conforme à l'image qu'Hitler a donnée de lui-même dans Mein Kampf. C'est-à-dire un homme très antisémite, qui lit beaucoup, passionné de Wagner, etc. Euh, il dit par exemple qu'il a adhéré à l'Union antisémite dès l'époque, mais ça n'est pas possible parce qu'elle n'a été fondée qu'en 1919. Vous voyez, il y a des erreurs factuelles qui prouvent bien que c'est réécrit. Et là, c'est réécrit dans un sens qui convenait à Hitler. Qu'est-ce qu'on a comme preuve, nous, pour savoir ce qu'il en était? On a des cartes postales écrites par Hitler entre 1905 et 1914. Aucune référence aux Juifs. Chaque fois, il est question de la vie quotidienne. Il s'intéresse toujours, Hitler, à la météo, au tourisme, il parle de ses difficultés financières. On voit apparaître une allusion à la formule de Schopenhauer, comme quoi les Juifs seraient les grands maîtres du mensonge, formule très répandue dans les milieux antisémites de l'époque, mais il y a vraiment pas grand-chose. Euh, Hitler, je passe les détails, se retrouve en 1909, et un an plus tard, dans un foyer pour hommes. Et là, il va fréquenter un autre homme qui s'appelle Reinhold Hannisch, un petit truand, qui lui va raconter en 1939, mais là, en version anglaise aux États-Unis, I Was Hitler's Buddy. Donc, il va raconter ses souvenirs de copains d'Hitler, de compagnons d'Hitler, et lui, par contre, il a eu des mauvaises relations avec Hitler, donc ce sera très négatif. Par contre, ce que nous dit Hanisch, c'est que Hitler n'avait pas des mauvaises relations avec les Juifs. Bon, là encore, il faut prendre son témoignage avec prudence, on ne sait pas. En tout cas, là encore, aucune preuve. Moi, je pense personnellement, d'après les peu d'éléments qu'on a, que Hitler était peut-être antisémite comme beaucoup d'Autrichiens de sa génération à Vienne. Voilà. Mais il n'y a absolument aucune trace d'antisémitisme fanatique. Arrive la Première Guerre mondiale. Là encore, dans Mein Kampf, Hitler dit euh, que c'était vraiment que les Juifs sont la sorte de la guerre, évidemment, et que quand il allait en permission, il voyait partout à Berlin des Juifs qui étaient à l'arrière, qui n'étaient pas au front, qui profitaient de la vie pendant que lui souffrait, etc. Euh, Là encore, aucune trace de tout cela dans ces cartes postales. Dans les lettres que l'on a envoyées à différentes personnes, il y a juste une fois où il fait allusion à, je cite, des éléments étrangers dont il faut se débarrasser. Je me suis demandé à qui il pensait en parlant des éléments étrangers. Peut-être qu'il pensait aux Juifs, mais peut-être aussi qu'il parlait de la culture, d'une culture étrangère, au pacifisme, au multiculturalisme. On sait qu'il n'aimait pas l'Autriche-Hongrie à cause du multiculturalisme. Donc là encore, il n'y a aucune preuve formelle. On sait qu'il a eu de bonnes relations avec son supérieur juif, puisqu'il a eu la croix de fer. euh, et qu'il ne l'aurait pas eu s'il avait tenu, comme il le disait, comme il l'a dit dans Mein Kampf, s'il avait tenu des propos très antisémites. Donc là encore, aucune preuve. J'arrive, j'arrive à l'après-guerre directement. Il rentre en Bavière en novembre 1918 et il reste dans l'armée parce que l'armée, c'est sa seule famille, en quelque sorte. Et là, ça aussi, c'est un élément que souvent on ne connaît pas. Au printemps 1919, il est élu délégué adjoint par son comité au conseil des soldats de sa caserne. Donc là, ça prouve qu'il était quand même proche des milieux de gauche, peut-être pas gauche révolutionnaire, mais en tout cas de la gauche, ce qu'il a évidemment toujours nié par la suite. Mais on le sait, c'est certain, il a même été réélu quelques mois ou un mois plus tard. Euh, donc il n'appartenait pas du tout au corps franc et il n'avait pas à ce moment-là de sympathie du côté de la droite ou de l'extrême droite. Que va-t-il se passer à partir de mai 19? Il va être affecté à la surveillance, en particulier des activités des groupuscules politiques en Bavière, et en particulier à Munich. Ce qui fait qu'il va être amené à aller écouter les discours de partis plus ou moins grands,
et aussi à rapporter à ses supérieurs ce qui se dit et à faire en sorte que les soldats ne tombent pas dans le bolchevisme ou le communisme. C'est à partir de ce moment-là qu'il va être, enfin, pardon, c'est à partir de ce moment-là que son supérieur va être un certain Karl Mayer, euh, le capitaine Karl Mayer, qui lui, par contre, avait des idées conservatrices et de droite. Il faut savoir que par la suite, Karl Mayer deviendra social-démocrate et finira sa vie à Buchenwald, dans le camp de Buchenwald. Mais à l'époque, donc, Karl Mayer le capitaine était conservateur et antisémite. Il va amener Hitler à suivre des cours, alors c'est difficile à traduire en français, Aufklärungskurse, des cours pour avoir des idées, des idées claires, des idées précises sur les événements. Euh, Cours donnés à l'université de Munich, là encore par des personnes qui sont de tendance conservatrice. Il va entendre par exemple Gottfried Feder, que vous connaissez peut-être, qui sera un des grands théoriciens de la partie économique du programme du national-socialisme, euh, et donc plusieurs personnes qui joueront un rôle ensuite pour lui. Et surtout, ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est que le capitaine Mayer lui a confié une mission. Il lui a demandé de répondre à sa place à une lettre écrite par un certain Adolf Gemlich. Alors Adolf Gemlich, c'était un soldat antisémite qui s'est adressé au capitaine Mayer pour lui demander ce qu'il pensait de la politique du gouvernement envers la juiverie. Je traduis, hein. Judentum, je traduis par juiverie. Mayer n'a sans doute pas le temps, il laisse Hitler répondre. Ça, déjà, c'est un signe, ça veut dire que Hitler était quand même commencé déjà à avoir la réputation d'être antisémite, puisque Mayer laisse Hitler répondre. Et donc, on va avoir un premier écrit politique d'Hitler qui fait 4 pages, une lettre de 4 pages, et elle est essentielle, donc déjà parce que celle-là, elle est authentique, on le sait, et qu'en plus, Hitler commence à structurer ses idées. Et la réponse à Gimli, je ne vais pas entrer dans les détails là non plus, je vous laisse le lire. Mais l'idée essentielle, je pense, c'est que Hitler définit la juiverie comme une race. Et donc il dit, les juifs sont comme ils sont, on ne peut pas leur en vouloir. Ils agissent conformément aux impératifs de leur race. Ils dansent autour du veau d'or, ils ne sont intéressés que par l'argent, le pouvoir, etc. Mais c'est comme ça, c'est leur race. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'il y ait, alors non pas un antisémitisme, ce qu'il appelle le sentiment qui mène à des pogroms, mais un antisémitisme de raison. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernants prennent des mesures rationnelles permettent de nous dégager, de nous séparer des juifs euh, pour que le pays aille mieux et pour qu'on retrouve une renaissance spirituelle et morale. Donc déjà, Hitler avait l'idée que la juiverie, je cite hein, évidemment toujours, soit une race. On savait aussi que si Mayer a fait appel à lui, c'est sans doute aussi parce que quand Hitler allait parler aux soldats pour leur dire de ne pas tomber finalement dans le communisme, il y a quelques semaines avant un rapport d'un autre soldat qui fait mention du fait qu'Hitler était très écouté, mais qu'il avait tendance à être un petit peu trop virulent. Voilà. Donc là, on voit que se dessine quelque chose euh, dans le courant au printemps 1919. Commence à y avoir des convictions qui s'affirment. En septembre 1919, toujours le capitaine Mayer envoie Hitler observer un petit parti, donc le DAP, le Parti des travailleurs allemands. Il est possible que Karl Mayer ait fait exprès d'envoyer Hitler là-bas pour qu'il adhère au parti. Ça, c'est une hypothèse. Il rencontre le chef de ce parti, Anton Drexler, qui lui donne son petit livre Mon réveil politique. Hitler raconte tout ça dans Mein Kampf en disant que ce qu'il lit dans le livre de Drexler, c'est exactement ce qu'il pensait, ce en quoi il croyait déjà, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je dirais que Drexler était beaucoup plus avancé dans l'antisémitisme qu'Hitler à l'époque. Drexler, pour dire rapidement, il voit des juifs partout,
du côté de l'internationalisme socialiste, du côté des Alliés, du côté des francs-maçons. Ça, c'est une thématique, je dirais, de l'omniprésence des Juifs qui n'existait pas chez Hitler dans les premiers textes qu'on a. Donc ça va lui venir de Drexler. L'idée que les Juifs sont aux manettes, agissent autant à gauche qu'à droite, autant chez les communistes que chez les Alliés, voilà, qu'ils sont partout, et chez les francs-maçons. Le DAP, donc le parti nazi, va devenir une nouvelle famille pour Hitler, et puis progressivement, il va devenir l'orateur principal. En octobre, son nom apparaît sur l'affiche, etc. Et à partir de novembre 19, il est vraiment l'orateur principal. Il est important de savoir, j'ai lu systématiquement tous les discours de l'époque. euh, il est important de savoir que on n'y trouve pas ce à quoi on s'attendrait. On imagine Hitler parle des Juifs, des Juifs, des Juifs. Pas du tout. Si on est en fin 1919, Hitler parle surtout des Alliés. C'est toujours la même structure, ces discours, hein. Le traité de Versailles qui a fait tant de mal à l'Allemagne. Les pays de l'entente sont les ennemis par excellence, pas les Juifs. Les pays de l'entente, la France, la Grande-Bretagne. Et parfois, ici et là, il y a quelques références aux Juifs. Mais vraiment, fin 1919, les Juifs n'apparaissent quasiment pas dans les discours d'Hitler. Petite parenthèse, les discours, alors on les a pas intégralement, on a des retranscriptions faites par la police ou l'armée qui venaient, comme le faisait Hitler lui-même, qui venaient écouter les partis, les petits partis politiques, les groupuscules. Mais on a quand même des retranscriptions qui permettent de bien savoir ce que Hitler disait. Parfois la retranscription est à la fois celle de la police et de l'armée, et on voit que ça concorde. Et puis de toute façon, le même soir, Hitler pouvait tenir 2 discours ou plusieurs par semaine. C'est toujours la même chose, toujours la même structure, parfois même le même titre. Donc il y a vraiment, là, on n'a pas trop de doute sur les propos qu'il pouvait tenir. Les propos qu'il tenait, là encore, n'étaient absolument pas neufs ni originaux, hein. Si je prends juste l'année 1919-1920, il y avait une centaine de ligues völkisch et racistes. Völkisch, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça correspond, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire, ça vient du mot folk, le peuple. Moi, j'aime bien dire que c'est la définition de la nation, de l'appartenance ethnique, euh, qui se réfère au peuple, à quelque chose de très profond. Alors, c'est pas la race, c'est vraiment le sentiment d'appartenir à un peuple. C'est ça, Völkisch. Et donc, les penseurs Völkisch sont très souvent antisémites, sont souvent racistes, mais pas nécessairement, pas au sens du racisme biologique. C'est plutôt spirituel, c'est une appartenance plus spirituelle que biologique. 24 février 1920, Hitler est celui qui proclame le programme du parti, le programme en 25 points. Donc ça prouve bien qu'il a quand même qu'il a maintenant une position de force, enfin au niveau oratoire en tout cas, au sein du parti. Ce programme en 25 points, on ne sait pas s'il a participé à son élaboration. Enfin, ça n'est absolument pas certain. On sait que Gottfried Feder, pour la partie économique, a écrit, évidemment Drexler, le chef du parti, peut-être Dietrich Eckart, l'écrivain, parce qu'il y a une expression qui apparaît dans le programme qui était une formule de Dietrich Eckart, hein, qu'il fallait lutter contre le... Alors, Dietrich Eckart disait le judaïsme en nous et hors de nous. Bon, ça apparaît presque sous cette formule-là dans le programme. Euh, Peut-être Hitler aussi, mais ça, on ne le sait pas. Ce qu'on peut dire pour le programme, bon là évidemment le programme est nettement plus antisémite, mais c'est qu'il faut quand même remarquer aussi que dans ce programme, il y a des éléments de politique euh, euh, socialiste ou social-démocrate qu'on retrouve aussi dans la constitution de la République de Weimar, hein. Donc c'est quand même un mélange, là encore, d'idées. C'est ça sur quoi je vais insister, c'est que euh, c'est pas un bloc d'idées ferme et tout, comment dire, immuable.
hein. C'est d'abord un mélange d'idées, de plein de fils qui viennent d'un peu partout. Là encore, j'ai pas du tout le temps d'entrer dans les détails, mais il y a même des idées que pouvaient partager les sociodémocrates, par exemple. Le grand tournant, donc, il intervient au printemps 1920. Hitler parle de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il a un rythme, il faut le dire, de travail assez impressionnant. Et les discours sont toujours structurés de la même façon. Défaite, les Alliés, Versailles, premier point. Deuxième point, l'incapacité des dirigeants allemands à, à protéger l'Allemagne. Mais de plus en plus, le troisième point, plus développé, la question juive. Le vrai tournant arrive euh, en avril 1920, puisque là, la question juive va devenir le point central des discours. C'est en volume et en développement, ça va être beaucoup plus important. Et pour moi, vraiment, la bascule se fait, je veux dire exactement le 31 1920, avec un discours qui s'appelle Le peuple allemand, la question juive et notre avenir, parce que ce discours est construit autour de la seule thématique juive, parce que on y voit une opposition fondamentale allemand-juif. On n'a plus là les alliés, ils sont plus au centre, hein. C'est vraiment les Allemands et les Juifs. Les Allemands d'un côté, garants de la force, de l'esprit, hein. Voilà, on est un peu dans du Wagner. Et de l'autre côté, les Juifs. euh, pour les décrire, Hitler reprend une formule de Mommsen, une vieille formule de Mommsen, les Juifs seraient ferments de décomposition. Donc là, on a vraiment, encore une fois, une évolution très nette. Et puis, troisième nouveauté aussi, la première mention claire et nette d'un périph' juif mondial. Ce qui amène Hitler à conclure en disant antisémites de tout pays, unissez-vous. Donc là, on a vraiment d'un côté le péril juif mondial et les antisémites de tout pays qui doivent s'allier. Et ce qui est intéressant aussi quand on a les rapports de la police et de l'armée, c'est qu'on a les réactions du public qui sont indiquées entre parenthèses. Et on voit que le discours, de plus en plus violent, suscitait aussi des réactions positives, de plus en plus enthousiastes. En juin, l'ordre des discours est inversé, c'est-à-dire que les Juifs apparaissent en premier et ça mène dans un deuxième temps au traité de paix. Ce qui prouve bien que les traités de paix, en fait, défavorables à l'Allemagne, sont l'œuvre des Juifs. Ce qui est central, ce sont les Juifs. Le ton est de plus en plus menaçant, etc. Et apparaît de plus en plus aussi la thématique du bolchevisme. Et ça, c'est dû sans aucun doute à Dietrich Eckart et à d'autres choses, des livres que Hitler a pu lire, ça, j'ai réussi plus ou moins à le montrer. Mais Dietrich Eckart, pour faire une petite parenthèse et revenir à lui, euh, donc était très lié au milieu antisémite et occultiste aussi. Et Dietrich Eckart a failli être tué lors des conseils, la République des conseils de Munich. Il a été arrêté, il a failli être arrêté par un soldat rouge et, dit-il, il a négocié, il a parlé et puis il a réussi à se sauver. Mais pour lui, ça a été un énorme traumatisme et il en est resté chez lui une peur panique, hein, du bolchevisme. Peur panique qu'il a vraisemblablement transmise à Hitler. Étape suivante, 13 août 1920, donc le très grand discours Pourquoi sommes-nous antisémites? Là encore, Pierre-André, je ne sais pas s'il est encore avec nous, c'est Pierre-André Taguieff qui a attiré mon attention sur l'existence de ce discours. 13 août 1920, il est important parce que donc il fait une trentaine de pages et là, ce ne sont pas des retranscriptions par la police ou l'armée, mais c'est rédigé. Voilà. Rédigé par Hitler, peut-être pas tout seul, mais et donc celui-là, je le traduis intégralement. Euh, L'idée importante, enfin il y en a beaucoup,
Mais une des idées importantes, c'est que les Juifs et les Allemands, ou les Allemands et les Juifs, sont là encore totalement différents. Il y a d'un côté la race aryenne et la race juive, et comment est-ce que ça va se voir? Comment est-ce qu'Hitler va le prouver? En partant de la notion de travail. Il dit, je m'adresse à vous, vous êtes des travailleurs, mais regardez, je vais prendre la Bible. Et la Bible, dit-il, en faisant rire son auditoire, on m'accusera pas de citer un ouvrage antisémite. Je prends la Bible. Comment le travail est-il présenté dans la Bible? Eh bien, il est dit à Adam et Ève, quand ils sont chassés du paradis, vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Hitler en conclut que les Juifs sont hostiles au travail. Les hommes du Nord, les Aryens, au contraire, eux, auraient toujours aimé le travail et eu besoin du travail pour survivre, puisqu'ils étaient dans des conditions climatiques terribles. Et donc, de ces deux approches, selon lui, différentes du travail, il déduit toute une vision du monde, un rapport au monde, un être au monde totalement différent. Le juif va gagner de l'argent en capitalisant à la bourse, en volant, etc. Alors que l'allemand, l'arien, va travailler, avoir le sens du devoir, de la famille, etc. Donc ça, il démontre ça très longuement sur 30 pages. Et la conclusion, peut-être qui est importante, c'est le syllogisme qu'il établit, à savoir, tous les Allemands sont des travailleurs, or tous les ennemis sont ennemis des Allemands, donc tous les Juifs sont ennemis des travailleurs. Ça, c'est parce qu'il s'adresse à des travailleurs à qui il veut faire comprendre pourquoi, pourquoi le Parti national socialiste se dit à la fois national et socialiste. Quel est le rapport, en quoi est-ce qu'il peut parler aussi aux travailleurs? Donc, on ne peut pas être un travailleur et être ami des Juifs. Ou inverse. Et il faut comprendre que les Juifs n'aiment pas les travailleurs parce que les Juifs n'aiment pas les Allemands. Tout ça, c'est incompatible. Voilà, je vais peut-être pas entrer plus en détail là-dedans. Voilà, parce que les sources de ce texte sont évidemment, ou les sources d'inspiration de son texte sont évidemment très très nombreuses, mais ça, je pourrais y répondre s'il y a des questions, et puis sinon, je vous laisse le lire. Euh, que va-t-il se passer ensuite? Ensuite, donc, Hitler va vraiment être pris en charge par Eckhart. Eckhart va lui apprendre à parler en public, va lui ouvrir les salons munichois et même berlinois, va lui faire connaître les industriels, va aller même avec lui à Berlin rencontrer euh, Putsch, pardon, pardon, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Va l'emmener à Berlin rencontrer Von Kapp, voilà, Wolfgang Kapp après le putsch en 1920. Euh, et Eckhart va l'amener aussi donc à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi une autre personne qui va lui donner des livres, lui prêter des livres. C'était un dentiste qui s'appelait le docteur Krohn. Krohn avait une bibliothèque importante avec beaucoup de littérature völkisch, nationaliste, raciste. Et Krohn a eu la bonne idée de noter ce qu'il prêtait et à qui. Donc, au moment de la libération, les Alliés ont eu accès, enfin, ont demandé à Krohn, qui était emprisonné, de fournir les listes. Donc, on a la liste de ce qu'Hitler lui aurait emprunté. Alors, je pense que tout n'est pas exact, mais globalement, ça correspond quand même. Donc là, c'est pareil, on sait que Hitler a pu lire tel ou tel livre. Donc, Hitler va quand même, de fait, se constituer un bagage intellectuel un peu plus fourni que ce qu'il avait sans doute au départ. Et, et collaborer avec Eckhart. Alors, il faut savoir que Dietrich Eckart avait une revue qui s'appelait Auf gut Deutsch, en bon allemand, et dans laquelle a travaillé à son arrivée à Munich, parce qu'il venait de Russie, Alfred Rosenberg, de Lettonie, si je ne me trompe pas. Alfred Rosenberg. Et Alfred Rosenberg,
vous savez peut-être, c'est le futur idéologue du parti. Et pareil, Alfred Rosenberg sera énormément influencé par Eckhart. Donc Alfred Rosenberg, Eckhart, Hitler vont beaucoup se fréquenter, beaucoup discuter. Sous l'influence de Eckhart, donc Hitler va connaître des auteurs, va se mettre à citer les mêmes sources que Eckhart, et surtout, Hitler va commencer à avoir une vision beaucoup plus métaphysique et apocalyptique de son rapport aux Juifs. C'est-à-dire que euh, pour lui, c'est toujours chez Eckhart, mais ça va ressortir aussi chez lui, le juif, ce ne sera plus seulement Ouais, l'ennemi ma belle, viens voir. racial. Je monte un truc. Non, c'est multi. Le juif, ce sera plus seulement l'ennemi d'une autre race. Le juif, ce sera l'incarnation du diable. Et ça, il faut vraiment pas l'entendre de manière métaphorique, hein. Chez Eckhart, le juif est vraiment le diable. Dans sa revue Auf gut Deutsch, il y a des tas d'exemples de moments où il y a des caricatures, il y a des textes où le juif est vraiment associé au diable. C'est le mal qui agit dans le monde. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Rosenberg. Et on en trouve d'une trace encore dans Mein Kampf, puisque Hitler, dans Mein Kampf, à la fin du chapitre, j'ai un doute, 3 ou 4, si je ne me trompe pas, dit en me défendant contre le juif, je lutte pour l'œuvre du Seigneur. Donc il y a vraiment, et ça, cette dimension-là, religieuse et apocalyptique, parce que c'est vraiment un combat à mort, mais pour le triomphe du bien. Enfin, il faut que le bien triomphe du mal, hein. Ce combat apocalyptique, il l'a vraiment acquis, Hitler, au contact de Eckhart. Je ne vais pas être trop long, je vais terminer leur relation, puisque de toute façon, ça va nous emmener en 1923. En 1923, Eckhart va être emprisonné parce qu'en fait, il a tenu des propos insultants envers le président du Reich, Friedrich Ebert. Donc, excusez-moi, il va pas être emprisonné, il va se sauver du côté de Berchtesgaden. C'est comme ça que Hitler va découvrir les montagnes de Berchtesgaden. Et Hitler va aller lui rendre visite. Il va se cacher, hein, il sera appelé Monsieur Wolf, hein, Monsieur Loup. Et il va aller rendre plusieurs fois visite à Eckhart. Et c'est peut-être à ce moment-là que leur fameux dialogue aurait eu lieu. Eckhart fait comme si le dialogue était un vrai dialogue, hein. Il est probable, enfin c'est même certain que c'est une réécriture. En tout cas, s'il a eu lieu, ce dialogue, il a eu lieu à ce moment-là, au moment de la visite, des visites d'Hitler à Berchtesgaden. Quand Eckhart revient à Munich, Hitler ne le connaît presque plus. En fait, il a oublié son mentor. Je veux dire par là que c'est Eckhart qui a payé l'achat du journal du parti, le Völkischer Beobachter. Eckhart a vendu son propre journal, Auf gut Deutsch, pour acheter le Völkischer Beobachter. Eckhart a donné beaucoup d'argent pour qu'il y ait des véhicules, etc. Euh, Peu après son retour à Munich dans le courant de l'année 1923, il a vu que c'était Alfred Rosenberg qui était devenu le rédacteur en chef du Völkischer Beobachter. Il a été complètement écarté. Et il se plaint lui-même, hein, il a écrit à Hitler, il a écrit à plusieurs personnes en disant que Hitler l'avait oublié. Et le 9 novembre 1923, lors du fameux putsch de la brasserie, il est très probable que Eckhart n'ait pas été présent. Alors en fait, tous les auteurs par la suite, enfin, les thuriféraires nazis et autres, laissent un flou artistique qui permet de laisser croire qu'il y était. Mais a priori, il n'y était pas. En tout cas, ils ne disent pas qu'il y était. Voilà, c'est largement flou. Et il est même possible qu'il n'ait même pas été informé du putsch. Eckhart va quand même être arrêté par la suite. Il va rester brièvement en prison parce que pour des raisons de santé, il va être libéré et il va mourir juste après, donc en décembre 1923, au moment où lui, Hitler, est à la prison de Landsberg, où il va commencer à écrire Mein Kampf.
Pourtant, donc, les années suivantes, et même sous le nazisme, Eckhart va apparaître. Hitler va le mettre en scène. Il va le mettre en scène. Il va y avoir des coins Eckhart dans des lieux favoris. Il va y avoir une statue de Eckhart euh, à la chancellerie du Reich, etc., etc. Il va y avoir même une tribune Eckhart à Berlin pour les Jeux Olympiques. Elle existe toujours. Cette tribune, elle s'appelle plus Eckhart, mais elle existe toujours. Il y a des concerts en plein air à cet endroit-là. Euh, et en même temps, Hitler, parce qu'il leur a dit dans Mein Kampf, ne veut pas avoir eu de maître à penser. Hitler s'est toujours présenté comme la propre source de ses idées. Donc le petit dialogue, le fameux dialogue Hitler-Eckhart, en fait, il ne sera quasiment pas publié. Il va sortir une première fois. Il sera inachevé. Il est inachevé parce que Eckhart est mort avant, mais l'éditeur met à la fin, nous espérons que Monsieur Hitler va achever le dialogue, ce qui accrédite la thèse de l'authenticité de ce dialogue, en tout cas l'authenticité des idées qui sont échangées. Et dans une deuxième édition, un an après, il sera même plus fait mention d'Hitler. Et comme dans le dialogue, c'est je, il, donc le je, c'est Eckhart, et le il, bon, bah. Et ensuite, il n'y aura pas d'autres éditions. Et dans les livres qui ont été écrits à l'époque, les thèses, par exemple, consacrées à Eckhart, parce qu'il a quand même une production littéraire assez importante, il a écrit des pièces de théâtre, des poèmes et tout, eh bien, souvent, le dialogue n'est même pas mentionné. Parce que là, on sentait que c'était gênant pour Hitler. Que dire d'autre? Eh bien aussi, oui, peut-être terminer en rappelant que quand Eckhart meurt en 1923, donc juste avant Mein Kampf, on a chez Hitler un racisme, un antisémitisme qui est devenu fanatique, un antisémitisme à base raciale, donc ça il l'a eu très rapidement, je l'ai dit, un antisémitisme apocalyptique, je dirais, dont il a hérité Descartes, et un petit peu, mais de plus en plus aussi, le thème du complot mondial, là qui lui vient notamment enfin de Drexler, mais surtout un petit peu après de Rosenberg. Donc son idéologie est quasiment constituée en 1923. Il manque encore quelque chose qu'on a dans Mein Kampf. C'est vraiment toute la thèse, tout le discours social darwiniste, et puis eugéniste. Voilà, ça, il n'y a pas avant. Mais curieusement, on sait qu'il a lu ce genre de livre pendant l'année 1922-1920 et début 1923, c'est-à-dire pile au moment où il a commencé à prendre ses distances par rapport à Eckhart. Donc ces thèses-là ben, se sont constituées malgré Eckhart, voilà, qui lui ne raisonnait pas du tout dans ces termes-là. Voilà, j'espère avoir été claire. C'est pas toujours facile de présenter. Il y a beaucoup de liens qu'il faudrait approfondir, mais beaucoup de fils qu'il faudrait tirer plus en détail. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Donc, je vais laisser Michel dialoguer avec vous. Oui, bon, d'abord, merci pour votre invitation. Je suis encore directeur de recherche et mérite, mais ça peu importe. Mais j'ai lu votre livre et suivi votre conférence avec beaucoup d'intérêt. Vous avez attaqué d'abord un double problème, le fait que, un, Hitler ne veut pas avoir de maître, c'est-à-dire que rien n'existait avant lui, il ne reconnaît pas du tout les courants de pensée auxquels il s'est inspiré, auxquels il a eu référence, etc. Et par ailleurs, nous avons aujourd'hui la difficulté avec cet ouvrage qu'il faut éviter une lecture théologique. C'est-à-dire que on pense aujourd'hui à Mein Kampf, évidemment, un tas de sensations d'horreur nous viennent, mais effectivement, quand il l'a écrit, c'était évidemment tout autre chose. Et il faut essayer de se départir comment dirais-je, de cette première réaction pour essayer de comprendre. Et de ce point de vue, l'enquête que vous menez est tout à fait intéressante parce qu'effectivement, on voit au plus près comment se construit peu à peu une pensée en évolution. Une pensée en évolution. Et effectivement,
là je suis d'accord avec votre idée centrale, c'est que, et quelques autres l'ont dit aussi, euh, jusqu'en 1920, ce n'est pas l'antisémitisme qui est le plus important chez Hitler. Bon, c'est après, vous le montrez très bien, mais avant, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, encore une fois, un mot d'abord, peut-être il faut rappeler que ce qui constituera Mein Kampf, ce sera une synthèse entre différentes idéologies dont certaines sont liées à l'histoire de l'Allemagne depuis le 19e siècle. Vous avez cité le Völkisch, l'idéologie Völkisch qui est très importante, qui est une réaction allemande aux idées de la Révolution française et l'idée d'un peuple, d'État idéalisé, d'une période idéalisée du Moyen Âge, où il y aurait eu un peuple allemand tout à fait idéalisé. Donc ça, c'est effectivement très important, cette synthèse. On peut citer Richard Wagner. Nietzsche, à mon avis, est beaucoup moins important. On peut citer évidemment le nationalisme. On peut citer la théorie de l'espace vital. On peut citer la notion d'expansionnisme, on peut citer l'eugénisme, on peut citer le racialisme, donc l'eugénisme. On voit donc que comment dire, la pensée de Hitler, tout ça, tout ce qui va se retrouver dans Mein Kampf, c'est une synthèse de tout ce genre de choses qui, encore une fois, viennent de très loin. Et bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut peut-être dire un mot sur les circonstances dans lesquelles ces courants sont apparus. Alors évidemment, j'ai très peu de temps, je vais aller à la hache, mais je rappellerai quelques évidences. D'abord que le mot antisémitisme, on parlait au 19e siècle d'antijudaïsme. L'antisémitisme moderne, qui est différent, est une notion qui est définie en Allemagne par un ancien sociologue qui s'appelle Wilhelm Marr en 1880. Enfin, on le dit, il y a quelques 79, je crois. sur lui, mais enfin bon, en gros, c'est quand même ça, et que effectivement, autant l'Allemagne de cette époque va connaître un début d'antisémitisme qui est moindre, beaucoup moindre que celui que naîtra la France de l'affaire Dreyfus, de Panama et de l'affaire Dreyfus une quinzaine d'années plus tard, mais en revanche, après le tournant que représente l'affaire Dreyfus, on voit qui montre sinon un certain recul de l'antisémitisme en France, recul qui se poursuivra jusqu'à la Grande Guerre et même après, au début des années 30, on voit qu'au contraire, l'antisémitisme progresse en Allemagne à travers différentes organisations, à travers un centre de pères spirituels dont Theodor Fritsch et d'autres, dont s'inspirera reconnaître Hitler. Ne pas oublier aussi l'influence qu'il y a eu sur lui Karl Lueger, le maire de Vienne en Autriche où Hitler habitait jusqu'à la Grande Guerre. Donc tout ça est important. Et puis, l'antisémitisme, alors là, vraiment, c'est intéressant de voir combien les choses se passent différemment en France et en Allemagne. Encore une fois, en France, la période après l'affaire Dreyfus, après la guerre, est une période de retrait, de reflux de l'antisémitisme. Il ne disparaît pas, mais il est beaucoup moindre. Alors qu'en Allemagne, au contraire, c'est exactement le contraire. Il progresse. Il progresse. Et en 1916, on est en pleine guerre, une enquête de l'armée comment dirais-je, est ordonnée pour étudier si les Juifs ont bien leur service. Évidemment, ça provoque une humiliation très profonde et comment dire, ça renforce encore le courant antisémite, dans la. Et puis, après, il y a la défaite, il y a le fait que la défaite allemande ait eu un coup de poignard dans le dos, qui sont les responsables, qui sont les Juifs, et évidemment, bon, on dépasse un peu la période, mais ce qui permet de comprendre la victoire de Hitler, c'est ce qui se passe en Allemagne en 21, beaucoup plus encore en 1923 et encore à un degré bien plus ample, la crise de 29 en Allemagne. Il est probable que sans la crise de 29, on ne refait pas l'histoire, mais enfin bon, les choses se seraient passées tout à fait différemment. Donc, je veux dire, les circonstances permettent de comprendre combien cette pensée a été en évolution et aussi encouragée, entraînée, multipliée par les circonstances. Alors, puisque j'ai la parole, je prends encore 5 minutes et après on pourra la discussion. Je me suis intéressé à l'histoire de l'antisémitisme, notamment
à travers l'ouvrage le premier volume de la trilogie de Hannah Arendt sur l'antisémitisme, qui est un ouvrage ahurissant parce que cette philosophe méprise complètement l'histoire. Je ne peux pas dire ça autrement. Je pourrais développer, j'ai développé ça intérieurement dans le livre, en montrant, en étudiant dans ce livre sur l'antisémitisme, qui se termine, je dis bien, avec l'affaire Dreyfus et quelques considérations complètement fausses historiquement sur la France des années 30, mais qui par contre est muette, je dis muette, sur la Grande Guerre, sur les conséquences en Allemagne, sur Hitler et le nazisme. Cet ouvrage est écrit en 1948 et il est absolument étonnant de voir que rien n'est dit sur cette période d'Allemagne, alors que en Allemagne, je dis bien en Allemagne, en 45, de 45 à 48, donc exactement au moment où Hannah Arendt écrivait cette toile, il y avait tout un débat sur les causes de la catastrophe nazie. Et Hannah Arendt ignore absolument ce genre de choses, et je suis absolument étonné, pour tout dire scandalisé, de voir qu'on accorde encore quelques crédits à ce travail qui ne tient pas la route sur le plan historique. Je le démontre très longuement dans mon livre, et qui s'appuie notamment, ce n'est pas un des moindres paradoxes, sur le fait, sur des sources d'extrême droite antisémites et nazis. Bon, donc je verse ça au dossier, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et je pense que le travail historique devrait être fait aussi sur les conceptions d'Hannah Arendt, sur les deuxième et troisième volumes de la trilogie. Il n'est pas fait, mais enfin, j'espère bien qu'on le fera un jour. Mais puisque nous sommes ici ce soir pour parler d'antisémitisme, je voulais attirer votre attention sur ce point. Je laisse la parole exprès au débat. Merci. Si je peux juste ajouter quelque chose, vous avez évoqué alors, je sais pas, en français, je crois qu'on dit le décompte des Juifs, Judenzählung, qui Oui, a eu oui, lieu pendant la Première Guerre mondiale, hein. Juste une petite précision, il y avait quand même beaucoup de gens à l'arrière, hein, enfin, beaucoup de gens ou même au front, qui disaient que les Juifs étaient justement des planqués, restés à l'arrière. Donc absolument. l'armée s'est dit, on va quand même procéder à un recensement, hein, et il a été prouvé, absolument sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, que les Juifs participaient totalement à l'effort de guerre, Oui, de manière tout à fait normale, enfin, comme tous les autres Allemands. Mais oui, cette enquête n'a absolument pas apaisé les tensions, les préjugés. Euh, elle les a renforcés. voilà. Elle les a Ouais, et renforcés. voilà. Elle Mm. les a renforcés. Alors là, tout à fait d'accord avec vous. Ouais, Et les Juifs, alors, qu'ils ce soit les Juifs assimilés allemands ou les sionistes allemands, ont participé avec le même enthousiasme à la guerre. Ouais, ouais. les assimilés étaient environ 10 fois plus, mais enfin, bon, il y avait un enthousiasme égal pour la guerre, on va défendre la patrie, etc., etc. Mais effectivement, cette enquête a renforcé très fortement les sentiments antisémites qui existaient déjà profondément dans certaines organisations, qui dénoncées par certains leaders, et effectivement, ça joue un rôle tout à fait. Voilà. Et dans Mein Kampf, on a voilà, cette image des Juifs planqués, etc. Absolument. Et je le redis, on n'a pas de trace de cette vision des choses-là chez le Hitler de la Première Guerre mondiale. Oui, oui, mais je, On n'a pas de preuves. je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, sa pensée est d'abord une pensée en évolution et puis une pensée qui se cherche dans l'Allemagne des années 18-19, qui est, ne l'oublions pas, un pays humilié, un Ouais. pays quasiment guerre civile, où il y a des meurtres, il y a des assassinats politiques et notamment antisémites extrêmement graves. Il y a tout un contexte extrêmement violent et dans lequel ils se constituent. Oui, oui, beaucoup de violence et évidemment la thèse du coup de poignard, mais je voulais aussi rappeler que le traité de Versailles a été ressenti comme une injustice par tous les camps, Tout hein, à fait. vraiment par tous les camps, hein. Ceux qui ont été obligés de le signer, les sociodémocrates, bon, Oui, ils l'ont fait vraiment malgré eux, parce qu'il fallait bien que quelqu'un signe, hein. Mais et, c'est vraiment pas, faut pas imaginer que seuls les extrémistes oui, oui, estimaient que c'était une trahison. Non, non, c'est vraiment été très violent pour toute la population. et les sociodémocrates ont payé jusqu'à la fin, jusqu'en 1933. Oui, C'est-à-dire oui, qu'ils avaient participé, ils avaient dû signer ce traité honteux, infâme, etc. Ils ont traîné ça comme un boulet jusqu'à la fin de la République de Weimar. tout C'est à fait. absolument Mm, mm.
Alors peut-être on pourrait voir s'il y a des questions, peut-être parmi les participants. Oui, moi je poserais bien des questions. Allez-y, Pierre-André. Mais voilà, écoutez, 3 questions. Tout d'abord, ce qui m'intéresse directement, ça sera le sujet, au moins en partie, de ma propre conférence à la fin du mois. C'est est-ce que Hitler a pris connaissance des protocoles des sages de Sion par Dietrich Eckart ou par Alfred Rosenberg? Voilà ma première question. Deuxième question, à propos de l'eugénique ou de l'hygiène raciale, hein, les Allemands parlaient plutôt de hygiène raciale que eugénique. Donc, au début des années 20, donc quand Hitler, on entend parler, est-ce qu'il a fait des lectures précises de tel ou tel texte? Est-ce qu'il a rencontré des eugénistes militants qui se sont ralliés d'ailleurs au parti nazi assez vite, ou qui ont été, disons, des experts associés, si je puis dire? Bon, donc, quelle influence sur Hitler concernant l'hygiène raciale? Est-ce qu'Hitler s'intéressait plutôt à ce qu'on appelle, dès l'époque d'ailleurs, dès le début du XXe siècle, l'eugénique négative, empêcher les mauvais éléments de naître, ou à l'eugénique positive, privilégier les meilleures souches? Et enfin, ma troisième question porte sur le rôle de Theodor Fritsch. Est-ce que Hitler a lu Theodor Fritsch, et quand? Il l'a lu vraisemblablement, il a lu des tracts, etc., puisque Theodor Fritsch était un auteur prolifique, qui avait une revue depuis longtemps, qui avait commencé à publier sur l'antisémitisme à la fin des années 1880. Et on trouve notamment le mythe du complot juif mondial dans ses écrits. C'est un des thèmes qui lui est particulièrement cher. Euh, donc, est-ce qu'Hitler, à votre avis, a lu directement Fritsch, ou est-ce qu'il en a entendu parler, et par qui éventuellement? Voilà mes 3 questions. C'est Pierre-André. Alors, pour les revenir au protocole des sages de Sion, euh, je n'ai pas de preuve formelle là encore, mais ça me paraît évident que c'est par Rosenberg que Hitler les a connus, puisque Rosenberg a vraiment diffusé les protocoles au sein du NSDAP. Il les a même publiés. Alors, j'ai pas l'année là sous les yeux, mais un petit peu après, hein. Si je me souviens bien, c'est plutôt vers 1930. Mais il a, il a vraiment servi de passeur, je dirais, entre les milieux folkish dans lesquels les protocoles commençaient à circuler et le NSDAP. Donc là, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est par Alfred Rosenberg. Sachant que Eckhart en parle aussi ponctuellement dans Auf gut Deutsch, mais il y a des articles aussi de Auf gut Deutsch qui sont écrits par Rosenberg, oui, c'est ça, par Rosenberg, donc il faudrait vérifier exactement qui en parle. Une petite question supplémentaire. Les Russes blancs émigrés avaient aussi un rôle, ils sont entrés au NSDAP. Est-ce que éventuellement cette piste sera intéressante? Oui, je pense. De toute façon, euh, Rosenberg, venant de, venant des Pays-Bas, se donnait lui-même pour spécialiste de la Russie et de la Révolution russe, ce qu'il n'était pas, mais Bien donc je sûr. pense que je pense que les contacts étaient là. Oui, oui, là je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette direction. Oui, tout à fait. Deuxième question, alors l'hygiène raciale. Euh, je pense que là, il faut aller voir du côté des ouvrages de chez Lehmann. Alors, Lehmann, Julius Friedrich Lehmann, c'était un éditeur qui a publié vraiment énormément de livres de toute cette littérature nationaliste et folkish, et aussi des ouvrages spécifiquement eugénistes, d'hygiène raciale, et puis les ouvrages de quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelait Hans Friedrich Karl Günther. Günther est devenu le raciologue officiel du Troisième Reich. Et chez Günther, on a donc vraiment la partie classification raciale, mais on a aussi tout le discours d'hygiène raciale,
hein, avec en positif la race nordique, c'est-à-dire la meilleure des races qu'il faut faire se développer, qu'il faut cultiver, etc. Et puis des discours sur les bons mariages. Alors chez Günther, ça va pas jusqu'au meurtre, hein, on va dire, hein, pas l'élimination des plus faibles, mais en tout cas le choix du bon partenaire et la mise de côté de tous ceux qui sont porteurs de mauvaise hérédité. Donc là, Oui, je alors pense donc, vraiment chez Lehmann, oui. c'est plutôt l'eugénique positive. À Oui, partir de Hans oui, Günther, c'est plutôt l'eugénique oui, positive. oui, chez Günther. Mais après, chez Lehmann, il y en aura d'autres qui auront des propos plus virulents, hein. Mais je pense qu'en cherchant du côté des ouvrages publiés chez Lehmann, vous allez trouver pas mal de choses. Et la troisième question, Theodor Fritsch. Alors, Theodor Fritsch, c'est vraiment un monument de la pensée antisémite, völkisch et antisémite. Theodor Fritsch est très mal connu en France. Là, je plaide pour que des travaux soient faits sur lui. Il a écrit en 1887 un catéchisme des antisémites qui a connu je ne sais combien de rééditions, qui est devenu le manuel de la question juive à partir de 1907. Et Theodor Fritsch rassemble des tas de preuves de la nocivité des Juifs. Donc ça va être des citations. Il a cité par exemple Goethe, les citations, les phrases antisémites chez Goethe, des passages de la Bible qui prouvent que les Juifs, je sais pas, euh, tuaient les enfants, avaient des pratiques criminelles, etc. Euh, il va montrer que Yahvé est l'incarnation du mal, tandis que le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour, etc. Et donc cette compilation de documents va servir vraiment de base à tout le discours antisémite des années suivantes et Eckhart s'y réfère énormément. Voilà. Et de fait, indirectement ensuite Hitler. Et votre question, c'était est-ce qu'on trouve le mythe du complot juif chez Fritsch? Oui, mais je ne pense pas que ce soit essentiel chez lui. Pour moi, c'est plus un recueil de citations plus que vraiment l'idée d'un complot. Et vous ne croyez pas que le thème de la criminalité juive, comme trait de race, est central chez lui? Oui, bien sûr, oui, oui. Mais Que ça sera je repris par Johann von Leers, vous voyez, en voilà, c'est référence ça. d'ailleurs à Fritsch. Mais dans mon souvenir, il y a, mais il faudrait revérifier, hein. Dans mon souvenir, il n'y a pas une partie vraiment complot. Vous Oui, voyez, voilà, c'est ça, je ça. suis Mais d'accord. évidemment, voilà. Mais évidemment, dans la mesure où le juif est par essence totalement négatif, oui, oui, on peut en déduire un complot, oui. Merci. Euh, quelques précisions, si vous me permettez, sur quelques compléments plutôt sur, si vous me permettez, sur Fritsch. Effectivement, c'est un personnage considérable dans l'histoire de l'antisémitisme en Allemagne. Outre cela, euh, il était un des organisateurs du premier congrès, du premier seul congrès antisémite international qui s'est tenu à Dresde en 1882. Ce congrès, il n'y aura pas deuxième congrès international et Fritsch comment dire, se recentrera sur l'Allemagne en créant l'Alliance germanique 2 ou 3 ans plus tard. Bon. Il est également un des théoriciens de l'expansionnisme et enfin il est un des fondateurs du Reich Hammerbund pendant la guerre qui a une activité antisémite extrêmement importante. Et Hitler revendiquera son rôle en présentant comme un des pères du mouvement Völkisch et un des pères de l'antisémitisme dont il faut vraiment prendre conscience. Donc, certainement, il a lu, alors je ne sais pas quoi exactement, mais il l'a connu, c'est certain. Et quand vous dites, madame, que effectivement, il faudrait faire des travaux, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mm, mm. Donc, Voilà. c'est de toute façon un personnage très important dans la généalogie de la pensée de Hitler. Mm. Je rebondis sur votre phrase, je ne sais pas quoi exactement, de ce qu'il a Ouais. lu. De toute façon, on peut trouver des sources, des influences intellectuelles chez Hitler, Mais mais
Ça, ses amis d'enfance le disaient, mais je pense que c'est vrai. Tous les témoignages concordent. Hitler, de toute façon, ne gardait de ce qu'il lisait que ce qui l'intéressait. Ah ben Donc, évidemment, bien il sûr. picore, hein. Il picorait. Non, Donc, on aura un petit peu de Wagner, un peu de Fritsch, un peu de Wilhelm Marr que vous citiez tout à l'heure, celui qui a non, inventé le terme antisémite, etc. non seulement il picore, comme vous dites, justement, mais il ne reconnaît pas du tout le fait qu'il a emprunté. C'est assez difficile de savoir exactement à ce qu'il en Mm. était. Mais il est certain qu'il a lu Fritsch et de près. Oui, 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 oui. Oui. De Moi, toute j'aurais, façon, dans ces milieux-là, à l'époque, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas lire Fritsch, hein. Ah oui, exactement, absolument. C'est- Mm, mm. oui, j'aurais une autre question, Oui, si je peux me permettre. Oui, c'est à propos de Wagner et du wagnérisme, Oui, du wagnérisme de l'époque. Parce qu'Hitler, comme vous le savez, a été salué, célébré avec un enthousiasme formidable par Chamberlain, qui était à l'époque très, très gravement atteint, etc., et qui lui a envoyé une lettre qui a beaucoup circulé à l'époque. Et Chamberlain était le gendre de Wagner et le wagnérien international, en quelque sorte, qui était un colporteur de la propagande wagnérienne, qui était devenue une propagande folkish. oui, Ce qui n'était pas d'ailleurs chez Wagner, hein, mais disons les wagnériens ont folkishisé, si je puis dire, le wagnérisme. Et est-ce que Hitler prenait au sérieux, disons, les thèses de Chamberlain? Voilà, c'est un problème pour moi. alors je vais essayer de vous y répondre. Allez-y d'abord, M'adresse à Anne aussi bien qu'à vous, évidemment. bien sûr. oui, c'est une question compliquée. Euh, L'influence de Wagner, moi, je l'ai trouvée dans le premier texte qu'on a d'Hitler, la lettre à Gemlich, là, de septembre 1919. Parce que Hitler commence par enfin, toute une réflexion sur la langue, en disant que les Juifs ne parlent pas allemand comme les Allemands. Et ça, on a quasiment mot pour mot ce que Wagner écrit dans euh, je ne sais plus si c'est le judaïsme dans la musique ou la juiverie dans la musique ou qu'est-ce qu'être allemand, mais enfin dans un des textes, dans un de ces textes antisémites. Donc il y a une réflexion sur la langue. Un juif ne parle pas l'allemand comme un allemand parle l'allemand. Donc ça, il y a une influence de Wagner. Ensuite, Chamberlain, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'influence, en tout cas pas directe. Déjà, Chamberlain parle des Germains. Pour Chamberlain, la race supérieure, ce sont les Germains. Euh, plus tard, euh, plus tard, ça deviendra les Nordiques avec le raciologue Günther notamment dont je parlais. Hitler, lui, a la particularité de toujours parler des Aryens. C'est quasiment le seul. Nous, en France, on lit toujours les nazis, ils voulaient la supériorité de la race aryenne. Mais le terme aryen, il y a quasiment que Hitler qui l'emploie. Les autres parlent plutôt de Germains. Himmler, par exemple, il parlait de Germains. Donc Hitler, de ce point de vue-là, je pense qu'il est resté fixé plutôt sur Gobineau. Qui est-ce qui va hériter directement de Chamberlain? C'est Alfred Rosenberg, le théoricien du parti. Chamberlain, il a écrit Les fondements du 19e siècle, et Rosenberg reprendra le titre par hommage en mettant le mythe du 20e siècle. Voilà. Donc là, donc peut-être indirectement qu'il y a eu une influence de Chamberlain sur Hitler par Rosenberg, mais en tout cas pas directement, ça m'étonnerait. Merci. Si vous me permettez quelques compléments encore sur Chamberlain. D'abord, on peut rappeler qu'il était d'abord d'origine britannique, euh, bon, et qui, après, il a vécu en Allemagne. Il s'est fait, effectivement, il est devenu l'époux de la fille de Richard Wagner. Et bon, il a développé toute une théorie de la race inspirée pour une part de Gobineau. Mais effectivement, on a peut-être comment dirais-je, trop tendance à vouloir rationaliser des pensées confuses que l'on voit après coup. Donc, on peut se poser la question, mais ce qui est certain, c'est il s'est rallié à Hitler en 1923. Il est mort en 1927 et Hitler a assisté à ses funérailles. Donc là encore, je ne sais pas exactement quelles ont été son influence, mais là aussi, c'est quelqu'un dont les idées ont influencé Hitler
sur certains points. Ça, c'est absolument indiscutable. Ce qu'on peut dire avec Chamberlain, c'est aussi quelqu'un qui mériterait d'être davantage étudié. Si je peux revenir très brièvement sur Gobineau, parce qu'en France, c'est Oui, pareil, comme Gobineau était français, on cite toujours oui, Gobineau et bien sûr. l'influence de Gobineau sur le nazisme. Donc je disais, le fait qu'Hitler emploie le terme arien, bon, me fait quand même penser qu'il y a une influence quelque part de Gobineau. Par contre, la vision de l'histoire de Gobineau est pessimiste, c'est-à-dire que la race aryenne est condamnée par nature à périr. Alors qu'avec Chamberlain, ensuite Rosenberg, etc., on va avoir une vision ascendante. C'est-à-dire qu'on a toujours cette race germanique qui est créatrice de culture et qui va de zone géographique et historique en zone géographique et historique toujours apporter la culture et le progrès. Et ça, c'est une vision très différente. Donc Hitler n'a pas cette vision pessimiste de Gobineau. Oui. Donc là, il faut toujours pareil. Quand on dit que Hitler a été influencé par Gobineau, oui, Gobineau, avec les différences raciales, voilà. C'est sûr, mais c'est quand même pas fondamental à mon avis. Donc, Et, à ce C'est un propos, grand-père, c'est un grand-père idéologique peut-être. oui, tout à fait. À ce propos, je voudrais insister sur le rôle de l'eugénisme. Chez Gobineau, il n'y a rien qui ressemble à l'eugénisme, au projet non, eugénique, non, qui était un projet à l'époque perçu comme mélioriste, progressiste, etc., qui est du côté de l'idéologie du progrès. Dévoyé, certes, mais malgré tout, on pouvait toujours citer un texte de Condorcet où précisément Condorcet esquissait un méliorisme qu'on appellerait eugénique aujourd'hui. Voilà, donc Gobineau, c'est une philosophie décadentielle de l'histoire. Son disciple Chamberlain est un mauvais disciple puisqu'il rompt avec ce pessimiste décadentiste et il est déjà sur la voie de l'eugénique, mais son christianisme, même si ce christianisme est frelaté, dévoyé, etc., son christianisme l'empêche de franchir le pas. Par contre, Rosenberg le franchit allègrement, et évidemment, Hans Günther et tous les raciologues nazis sont des hygiénistes raciaux, c'est-à-dire des eugénistes. Ils sont optimistes. Ils ne sont pas des clinistes. Voyez-vous, ils sont Non. dans le bon camp, si je puis dire. Et là d'ailleurs, ça me fait penser que la question du rapport à la religion chrétienne va être aussi un facteur très très important. Voilà. On va avoir ceux qui vont, parmi cette nébuleuse, ceux qui vont vouloir rester chrétiens, mais avoir un christianisme allemand. D'ailleurs, il y a eu l'Église chrétienne allemande sous le nazisme, un christianisme avec un Christ arien, des valeurs plus héroïques. Là, on parlait vaguement de Nietzsche tout à l'heure. Voilà, il y a un peu de nietzschéisme derrière ça. Euh, on va avoir ceux qui vont qui vont insister sur le fait que il faut séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament en disant que à cause de Saint Paul, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été corrompu par le juif Paul. Ça, c'était la thèse de Eckhart. Donc, il faut garder la foi en Dieu, mais sans l'Ancien Testament. C'est pas le même Dieu. Et puis surtout, il va y avoir ceux qui veulent totalement rompre avec le christianisme, et ça, c'est la tendance Rosenberg, euh, qui disent que ça n'est pas allemand, en fait. Le christianisme n'est pas allemand, il faut revenir aux dieux germaniques, pas forcément à des cultes, hein, mais euh, au sang allemand, au sang germanique, qui parle une autre langue que ce langage sémitique qu'on trouve dans la culture judéo-chrétienne. Et ça, pour moi, c'est aussi un critère très très important. Et là, on voit que Eckhart et Rosenberg, par exemple, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Karan, on vous laisse poser votre question. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre intervention. Je m'excuse, je suis arrivé juste 5 minutes en retard. Si ma question tombe sur quelque chose que vous avez dit, n'en tenez pas compte. Mais c'était très intéressant. Alors, ça va voler moins haut que les échanges passionnants que vous avez eus. Ma question, c'était de voir à quel point la pensée antisémite de Hitler était liée à une forme de réaction, en fait, à la révolution spartakiste de 1919, qui était attribuée, en fait, aux Juifs, bien entendu, par rapport à tout l'autre camp. Et donc voilà, principalement voir si la pensée d'Hitler était une pensée
essentiellement réactive par rapport à un danger identifié à l'extrême gauche ou pas? Merci. Alors, j'ai vaguement répondu, peut-être pas au début, mais qu'importe. Mais je vais revenir, non, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Euh, Plus en détail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur donc de la révolution spartakiste, la révolution bolchevique, j'ai dit que Eckhart avait eu très très peur parce qu'il avait failli être tué, et que cette peur, elle a quand même irrigué tout le discours de la droite et de l'extrême droite, que ça a radicalisé ce discours. Il faut savoir aussi que, proportionnellement parlant, il y avait beaucoup de juifs parmi les bolcheviks, hein, les spartakistes. Et donc, ça a nourri ce cliché, cette image du juif révolutionnaire, couteau entre les dents, qui va mettre le pays à feu et à sang. Donc oui, oui, c'est sûr que ça a marqué le jeune Parti national-socialiste. Hitler lui-même, je n'en suis pas sûre. Parce que là encore, dans les premiers discours, c'est pas ce qui ressort essentiellement. Hitler, je pense qu'il était vraiment plus fixé sur les Alliés. La Grande-Bretagne, la France, c'était vraiment ses ennemis, 1919-1920. Et là encore, je pense que c'est avec le contact de Descartes, avec Rosenberg, donc qui venait plus ou moins de Russie, que la fixation s'est faite sur le bolchevisme. J'emploie le terme bolchevisme parce que le fameux dialogue avec Eckhart s'appelle le bolchevisme de Moïse à Lénine. Donc voilà, dans ce dialogue, je veux dire, Eckhart montre que depuis Moïse jusqu'à Lénine, jusqu'à l'époque actuelle, donc pour eux, ce sont toujours les Juifs qui agissent sous la forme actuelle la plus terrible pour eux, qui est le bolchevisme, mais que ce sont toujours les Juifs qui agissent. Euh, Hitler aussi a lu un livre qui a été extrêmement diffusé par l'armée, donc dans les casernes et autres. Je suis en train de chercher le titre exact. C'est un certain Landauer qui a écrit, voilà, Lindenau, Ernst Lindenau. Il a écrit un livre en 1919, Ce qu'il faut savoir du bolchevisme, entre parenthèses, spartakisme. J'ai pu consulter ce livre, c'est absolument effrayant. Ça se présente donc comme un compte-rendu de choses vues et vécues en Russie au moment de la révolution soviétique, et donc avec des massacres, des femmes violées ou des femmes partagées entre plein d'hommes, etc., avec des photos. Enfin, voilà. Ce livre-là donc a été très largement diffusé par l'armée. Donc on est en 1919, vous voyez, donc c'est sûr que la peur du bolchevisme, elle est bien réelle. Oui, alors c'est effectivement une question. Il y a eu d'ailleurs tout un débat en Allemagne Oui. beaucoup plus tard, dans les années 60, autour d'un historien qui s'appelait Nolte, qui expliquait que finalement la montée du Hitler, du nazisme, était une réaction de peur au bolchevisme, en reprenant un peu cette idée que vous dites. Et donc, c'est effectivement une question importante, mais à mon avis, ce n'est pas tenable parce qu'il est vrai, tout ce que vous dites est absolument, absolument indiscutable. Il n'empêche que cette explication a un inconvénient, enfin une faiblesse majeure, c'est de diluer tout à fait la responsabilité de l'Allemagne dans ces situations. Parce que, je le répète, les circonstances, l'histoire de l'Allemagne depuis le 19e siècle, et notamment depuis 1880, et beaucoup plus encore dans les années qui ont suivi, ont permis la maturation de cet ensemble d'idéologies diverses, avec, parmi lesquelles l'antisémitisme, qui allait donner tout leur fruit et qui allait, comment dirais-je, qui allait créer les circonstances dans lesquelles, qui ont permis à Hitler de se développer. Et donc, mettre l'accent sur uniquement la réaction bolchevique, certes, elle existait, mais à mon avis, ça n'a pas été le facteur le plus important. Oui.
Oui, oui, c'est drôle, j'avais commencé Ouais, cette contribution en parlant de Ernst Nolte, oui, c'est bah, bien puisque c'est sûr. lui qui a retrouvé ce petit dialogue entre Eckhart et Hitler. Oui, La thèse de Nolte, donc, qui a déclenché la querelle des historiens, c'est ça. effectivement, moi, je pense qu'il a raison de dire que la peur du bolchevisme a été absolument cruciale. Enfin, Oui, elle a joué un très très grand rôle. Et de ce point de vue-là, Monsieur Mersch, merci pour votre question parce que c'était important c'était- d'y revenir. Après, évidemment, Nolte néglige quand même la force de l'antisémitisme, le contexte qui était particulier, Si vous etc. me permettez, cette peur du bolchevisme, elle existait aussi en Italie, où les choses se sont passées différemment. Et Oui, le fascisme est devenu antisémite en oui, 1938, pas avant. Elle existait aussi en France. Et en France, les choses se sont passées complètement différemment. Donc, effectivement, c'est un élément qui joue, mais ce n'est pas l'élément principal. Ce n'est pas l'élément principal et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, expliquer le nazisme, la montée d'Hitler uniquement par une réaction de peur bolchéviste me paraît absolument, oui, oui. absolument erroné. Mais je pense qu'il ne faut pas le négliger non plus. Moi, c'est vraiment Absolument, ce que mon travail, parce que c'est vrai qu'en général, enfin, on n'y pense pas forcément. oui. Et c'est vrai, on pense à la crise de 29, etc., l'antisémitisme, évidemment, mais c'est vrai qu'en travaillant sur Eckhart, j'ai vraiment vu la force de cette peur du bolchevisme, et pas seulement chez Eckhart, hein, comme je le disais, dans de très larges milieux. Ouais. N'oublions pas non plus, enfin, que immédiatement après la fête, l'Allemagne était un pays humilié, complètement déboussolé, complètement perdu. Donc, les idées les plus folles ou qui n'avaient le moins de rapport avec la réalité pouvaient connaître un développement tout à fait important. Donc, là, il faut vraiment se mettre dans les circonstances de l'époque pour voir que bon, ce genre de choses, même si c'est que très partiellement vrai, très partiellement, pouvait avoir une importance disproportionnée. Bien sûr. Oui, 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 oui. Semble. C'est pour ça que oui, oui. Quand je parlais du traité de Versailles et quand je disais que dans les points du programme du parti, les 25 points, il y avait des éléments qu'on trouvait aussi chez les sociodémocrates, par exemple, c'est Et chez aussi les notamment communistes, ce sentiment d'injustice et de comment sauver le pays, comment donner à manger aux enfants et aux familles et, voilà. Et et, loger et, les gens, c'était des soucis et même réels. qui, Oui. et même qui sont repris sous la République de Weimar par le Parti communiste allemand. Mm, mm. Ouais. Moi, je voudrais simplement insister sur le fait que dans la mythologie nazie, Oui, on trouve une interaction entre ce que j'appellerais la bolchevisation rétrospective du judaïsme, le titre du dialogue de Dietrich Eckart en témoigne, et la judaïsation polémique du bolchevisme dans la propagande. Les bolcheviks sont des juifs, ou à oui. 98% sont des juifs. Mais il y a quand même ce mouvement de judaïsation rétrospective du bolchevisme, voyez-vous, dans l'histoire. Moïse était le premier bolchevique, en quelque sorte, voyez-vous. Alors, on est dans le mythe, hein, bien sûr, mais n'oublions pas que les propagandes fonctionnent au mythe. Et plus le mensonge est gros, comme dit l'autre, et mieux il passe. Si vous me permettez, Anna Arendt marche dans ce mythe, reprend ce mythe de façon absolument énorme en ignorant complètement des phénomènes beaucoup plus importants. Un seul exemple, elle s'insurge contre le mythe des Rothschild en France. Je ne parle que de la France. Bon, en oubliant complètement que la banque Rothschild, à partir du Second Empire, est concurrencée par quatre autres banques beaucoup plus importantes, mais dont on parle beaucoup moins. Donc, effectivement, au-delà de la réalité, les représentations qu'on se fait, et ça c'est une constante dans l'histoire de l'antisémitisme, les représentations qu'on se fait ont parfois beaucoup plus d'importance que la réalité. Mais notre travail est justement de montrer que ces représentations ne sont que des représentations et de voir un peu quelle est la réalité derrière. Je vais lire votre livre, en tout cas, avec Ouais, grand plaisir. merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Enfin, c'est passionnant de vous entendre dialoguer comme ça ensemble. Je ne sais pas, on a encore 3 minutes pour une dernière question ou remarque.
toutes les questions sont les bienvenues, hein. C'est pas un dialogue de spécialistes. Bon. J'ai mis le lien donc pour vous inscrire à la conférence de Pierre-André Taguieff le 29 février. Voilà. Bon. Bon, je pense que on va s'arrêter. Vraiment vous remercier, Anne Merci infiniment. et Michel Merci Dreyfus. beaucoup. Ouais. Merci pour votre accueil. Et puis, donc, comme disait Céline, vous invitez tout le monde à la prochaine conférence et puis espérez vous retrouver à un autre moment. Donc, merci bien à tout le monde et puis bonne soirée. Bonne soirée à tous et au 29, je l'espère. Au revoir. Merci. Merci Au revoir. Merci, au revoir. revoir. Soirée. Au revoir.